Bonjour à tous, bienvenue sur France 24, bienvenue dans cette édition spéciale dédiée aux commémorations du 15 août 1944. Il y a 8 décennies, débarqués en Provence 450 000 hommes, parmi lesquels 250 000 Français de l'armée B, placés sous les ordres du général Delattre de Tassigny, dont une moitié de soldats issus des anciennes colonies. Le sud de la France est libéré en quelques jours, 2 semaines à peine. Une cérémonie d'hommage se tient ce matin à la nécropole de Bounouris, située sur la commune de Saint-Raphaël. 464 soldats y ont été inhumés. Le président du Cameroun, Paul Biya, prendra la parole en premier. Ce sera ensuite à Emmanuel Macron de s'exprimer pour nous accompagner tout au long de cette matinée d'édition spéciale. Avec nous ici en plateau, Philippe Lamarque. Bonjour à vous. Heureuse de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes auteur et historien. On vous doit cet ouvrage, Le débarquement de Provence, jour après jour, 15-31 août 1944, aux éditions du Cherche Midi. Vous allez nous accompagner tout au long de cette cérémonie. Et puis face à vous, Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Spécialiste des questions de politique étrangère ici à France 24. Mélina Huette, elle est l'envoyée spéciale de France 24 à Saint-Raphaël. Vous allez également suivre et nous faire vivre cette cérémonie d'hommage en direct depuis la nécropole de Bounouris. Bonjour à vous Mélina. Merci d'être avec nous. Mélina, quels sont les objectifs affichés de cette cérémonie de ce matin ? Bonjour Nabia. Oui, alors il y a 3 objectifs qui ont été martelés. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je m'entends. 3 objectifs martelés par la présidence de la République depuis quelques semaines maintenant. Le premier, c'est de commémorer 3 mémoires de ce débarquement qui effectivement a largement moins connu, en tout cas ici en France, que le débarquement de Normandie ou même à l'étranger. 3 mémoires, donc je le disais, la mémoire franco-africaine en présence de chefs d'État et de gouvernement africains. Vous avez parlé effectivement du président du Cameroun qui va s'exprimer. La mémoire franco-américaine et la mémoire française. Alors pour revenir sur la mémoire franco-africaine, l'objectif c'est d'honorer tout particulièrement cette armée B dont vous avez parlé en introduction, commandée par le général Delattre de Tassigny, dont on dit souvent que certains des soldats étaient les tirailleurs sénégalais, qui portent finalement assez mal leur nom parce que tous n'étaient pas sénégalais. Ils étaient de toutes origines, de toutes confessions et venaient de nombreux pays du continent africain. On parle quand même de 250 000 hommes, vous l'avez rappelé, qui ont versé leur sang pour la France, certains volontaires, mais la plupart conscrits. Alors c'est une armée qui deviendra plus tard la première armée française au moment de l'amalgame des FFI, des forces françaises de l'intérieur, ce qui va avoir pour effet de blanchir cette première armée française et qui va avoir un impact finalement sur l'invisibilisation de tous ces soldats africains qui ont contribué à la libération de la France. Et cette cérémonie de ce 80e anniversaire du débarquement de Provence vise aussi à corriger le tir de décennies où on a un peu oublié le rôle de ces soldats africains, ou en tout cas sûrement minimisé pendant quelques années. Alors il faut savoir qu'il y a également, on commémore cette mémoire franco-américaine parce que évidemment c'est un débarquement interallié. Les premiers à avoir posé le pied en Provence le 15 août 1944 sont des troupes parachutistes qui étaient de la 7e armée états-unienne du général Patch, qui vont permettre de former une tête de pont et qui vont du coup aider au débarquement de l'armée B. Donc c'est un débarquement interallié, pardon, je vous prie de m'excuser, je m'entends à nouveau dans l'oreillette. C'est un débarquement interallié qui a été décidé à Téhéran en novembre 1943 entre Churchill, Roosevelt et Staline. Et pour la petite anecdote, Churchill ne voulait absolument pas qu'il y ait un débarquement en Provence. Lui, il préférait que les troupes arrivent depuis l'Italie, et puis il aurait aimé que ça passe par les Balkans pour couper, entre guillemets, l'herbe sous le pied des soviétiques. Finalement, ce sera décidé, il y aura bel et bien un débarquement en Normandie et un débarquement en Provence. Et puis enfin, cette mémoire française, il ne faut pas l'oublier parce que la résistance, elle a joué un rôle crucial pour ce débarquement de Provence qui s'est extrêmement bien passé et qui, vous l'avez rappelé en introduction, a été très rapide. Pourquoi ? Parce qu'elle a transmis des renseignements précieux pour pouvoir faire ce qu'on appelle du modelage avant l'arrivée des troupes. Plus précieux d'ailleurs, selon de nombreux historiens, que les renseignements fournis par les armées alliées. La résistance, elle a harcelé les troupes allemandes sur tout le territoire dès qu'il y a eu vent de cette
de ce premier débarquement en Normandie, hein, parfois à ses risques et périls, parce que après ça a été difficile pour ces résistants de pouvoir manœuvrer en toute liberté. Ils étaient harcelés par les troupes vichistes et par les troupes nazies. Ils ont fait des sabotages notamment, ils ont déclenché des insurrections qui ont permis, qui ont facilité en fait la reddition des Allemands dans le sud. Et il faut savoir qu'il y a même eu quelques villes qui ont été libérées par la résistance seule, comme Nice ou Arles. Alors vous voyez ces trois mémoires qui vont être honorées pendant cette cérémonie, cette commémoration qui commence avec un peu de retard en raison de la météo qui a fortement perturbé le planning. Merci beaucoup, Mélina. Merci à vous. Et ces images qui nous parviennent en direct, justement pendant votre prise de parole, on a aperçu Emmanuel Macron et cet accueil républicain. Nicolas Sarkozy s'est avancé, a pris place sur le site de cette nécropole. Le ministre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice aussi, Éric Dupond-Moretti. Philippe Lamarque, cette nécropole de Boulon-Risque, 464 soldats tombés au combat y reposent. Quelle est leur histoire? Que sait-on de ces hommes? Ils font partie de ces opérations qui ont été menées tant sur le littoral que dans l'arrière-pays et qui sont bien souvent des escarmouches, contrairement à des batailles rangées qui, elles, se limitent à Hyères et aux deux ports principaux de la Méditerranée, où là, il y a réellement eu une empoignade, surtout à Toulon. On va revenir sur le début de ces opérations. On aperçoit aussi Sébastien Lecornu qui s'avance également. Les responsables politiques prennent place en attendant cette prise de parole du président camerounais et celle du président de la République. On va tenter d'y voir un petit peu plus clair sur cet épisode de l'histoire. Mélina Huette, notre envoyée spéciale, nous le disait tout à l'heure. On n'en parle pas beaucoup. C'est un peu le débarquement oublié. Pourquoi? Parce qu'il a pourtant été décisif, non? C'est ce qui a permis de sceller la libération totale du territoire. Il convient de replacer les choses dans leur contexte et la difficulté c'est d'être bref, d'être laconique, donc forcément faux. Disons que le débarquement en Normandie est une chose considérablement mise en valeur pour la gloire des alliés anglo-saxons, parce que c'est eux qui en sont les acteurs. Les Français en sont absents, enfin c'est 177 personnes sur un demi-million. Bon, ils sont là, d'accord, oui. Et, tandis que la Provence est une affaire qui a été mise en place avec difficulté, étant donné que les enjeux politiques y étaient beaucoup moins nets ou plutôt délicats que la Normandie. Au point, par exemple, que, oui, c'est exact, Churchill aurait préféré une action dans les Balkans, dans l'intérêt du commerce anglo-saxon. L'armée française proprement dit qui était présente en Italie, le fameux corps expéditionnaire français en Italie commandé par le général Alphonse Juin. Juste un mot, Philippe Lamarque, juste pour faire le lien avec l'image, on voit aussi le président Touadéra à l'image, le président Faustin Archange Touadéra, chef d'État de la République centrafricaine. On va y revenir après sur leur présence. Je vous laisse poursuivre le fil de cette histoire. Je vous en prie. Aurait permis, si la décision politique avait été prise, de raccourcir la guerre d'un an. Un an, c'est considérable. En perçant par le nord de l'Italie, via le col du Brenner, parvenir en Autriche, qui était à l'époque Ostmark, depuis le plébiscite de 1938 qui avait rattaché l'Autriche à l'Allemagne, et de la sorte parvenir directement dans le territoire du principal belligérant, et puis stop, fin du match, coup de sifflet. Non pour d'autres raisons qui seraient peut-être un peu longues à développer, sans doute délicates. C'est le territoire français qui a servi de théâtre d'opération avec tous les dégâts humains et matériels que cela peut supposer. Et même si cela a conduit à la victoire, ça a quand même coûté beaucoup plus cher que si les Alliés avaient écouté le conseil d'Alphonse Juin. Axel May, je vous donne la parole à votre tour. Je commentais tout à l'heure cette image. Alors, on a l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, présent à cette cérémonie. On va revenir sur la présence des chefs d'État africains. On sait qu'une vingtaine de pays sont représentés. Il y a à peu près 5 chefs d'État qui ont fait le déplacement. Le président des Comores, le président de la République centrafricaine qu'on a aperçu, le président du Togo attendu, celui aussi de la transition
au Gabon et le Premier ministre africain. Il en manque certains. On pense notamment à l'Algérie ou à d'autres États du Sahel. Alors, il y aura quand même le président de la République du Cameroun, Paul Biya, qui est le doyen des chefs d'État dans le monde, 91 ans. Et d'ailleurs, il va prononcer un discours avant Emmanuel Macron. Juste une parenthèse, on parlait de Nicolas Sarkozy, il est venu en voisin, lui, parce qu'il a sa résidence avec son épouse au Cap-Nègre, dans le Var. Oui, il y a eu un certain nombre de pays qui ne sont pas représentés, que ce soit le Niger, le Mali, le Tchad, c'est plus surprenant qu'il ne soit pas présent. On aura l'occasion sans doute de revenir sur l'absence du président tchadien. Et puis l'Algérie, qui est totalement absente. Il n'y a même pas de représentant diplomatique. Qui a été invité pourtant. Et qui était invité, et bien évidemment. Et là, c'est la conséquence des brouilles, enfin c'est plus que des brouilles, des grosses tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie sur fond de reconnaissance du Sahara occidental en faveur du Maroc. Le Maroc qui était en froid avec la France. Les relations sont considérablement réchauffées et d'ailleurs le Maroc a envoyé non pas le roi mais le chef du gouvernement du royaume du Maroc, Aziz Arkanouch, qui est une figure extrêmement connue au Maroc en raison de la surface financière dont il dispose, entre autres. Et puis on a aperçu à l'instant aussi le président de la transition au Gabon, le général Olingi, autour maintenant du président de l'Union des Comores. Il est de dos, mais je crois reconnaître le président Assoumani, qui a également fait le déplacement. Ceux-là sont bien présents. Oui, il y a 5 chefs d'État, plus un chef de gouvernement dont je viens de parler pour le royaume du Maroc. Si on compare à l'époque, c'était en 2014, pour les 70 ans, il y avait une quinzaine de chefs d'État, donc c'était bien supérieur. Sauf que depuis, il y a eu des dissensions politiques et des bouleversements politiques en Afrique, avec une série de putschs qui ont eu lieu la relation qu'ont tenté de nouer Emmanuel Macron avec les pays africains s'est distendue avec un certain nombre d'entre eux, et ça explique aussi le fait qu'il y ait sensiblement moins de présidents africains pour ces 80 ans, même s'il y a la volonté vraiment de la part de la France et de l'Élysée de mettre en avant toutes ces troupes africaines qui ont contribué au débarquement de Provence. C'est ce que j'allais dire, Philippe Lamarck, il est face aussi à un dilemme, le chef de l'État. Il y a sans cesse cet engagement pour les questions mémorielles, mais dans ce contexte, dans celui que vient de décrire Axel May, l'absence de chef d'État africain, ce n'est pas rien. Bien sûr, vous avez raison. Ça ne se discute pas. Cependant, il conviendrait à l'usage de nos téléspectateurs de... Le prince Albert de Monaco ici qui s'avance dans cette nécropole, je vous donne la parole. De replacer les choses exactement dans leur perspective, et en ce qui concerne l'effort qui a été consenti, l'effort démographique par les différents participants. Je veux dire par là que lorsque l'on dit que ce débarquement est un gros effort français, c'est exact. Après, il y a la façon de le dire et la manière dont votre confrère, cette dame qui a présenté les choses, n'est pas tout à fait exacte dans la mesure où le droit dit les choses différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que le plus gros effort démographique de cette expédition a été fourni par les départements français d'Afrique du Nord. Lorsque je parle de débarquement français, je ne parle pas d'Algérie. Il y a un gouvernement général de l'Algérie, mais l'Algérie à cette époque, c'est 3 départements français fondés en 1849, c'est-à-dire 10 ans avant Nice et la Savoie. Donc les habitants de ce territoire sont français. À partir de là, ils peuvent correspondre à 2 catégories juridiques différentes. Il y a les Français de code civil, et ceux-là sont astreints à la conscription, et ils n'ont pas le choix. Et il y a les Français qui bénéficient du statut coranique et qui, eux, ne sont pas astreints à la conscription et peuvent, de leur plein gré, souscrire un engagement avec une solde plus importante. Raison pour laquelle il y a eu des volontaires et raison pour laquelle il y a eu des appelés. Et c'est la raison pour laquelle la répartition démographique est très inégale, parce que sur les 1 200 000 habitants de statut de code civil, il y a 12,5% d'entre eux qui sont réquisitionnés. Et sur les 8 millions de Français de statut coranique,
il y a exactement le même chiffre, c'est du moitié-moitié, sauf que ça représente 3%. Donc la charge est beaucoup moins lourde. Quant à la présence des chefs d'État africains... Philippe Lamarque, lorsque l'on dit que sur les 250 000 hommes qui constituaient cette armée B, la moitié venait d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, c'est exact. Ça, c'est rigoureusement exact d'un point de vue géographique. D'un point de vue juridique, c'est faux. Parce que ce sont des descendants de Français de métropole installés en Algérie qui sont arrivés avec leur carte d'identité française et dont ils ont hérité. Et ces gens-là sont appelés au titre de la loi Jourdan, mise en place par la Révolution et qui introduit le service militaire obligatoire. Tandis que les descendants des personnes qui se sont trouvées là au moment de l'arrivée des Français et la création des départements 19 ans après l'opération amphibie de 1830 à Sidi Ferruche, ceux-là sont citoyens français sur un territoire français, mais bénéficient du statut coranique, c'est-à-dire des juges à part, un statut marital à part avec 4 femmes, un statut fiscal à part. Alors nous n'avons pas à développer ces questions puisqu'elles ne sont pas militaires. Mais alors, quand on déclarait qu'ils étaient égaux, qu'ils étaient tous frères d'armes égaux, est-ce que ça a été le cas ou il y a eu des traitements différents pour les uns ou les autres ? C'est ce que nous disent de nombreux historiens qui ont des connaissances d'histoire militaire assez légères et qui nous sortent des longues statistiques et qui ne sont pas allés s'intéresser aux questions ni juridiques ni ethnographiques. Lorsque Léopold Sédar Senghor, par exemple, parle de frères obscurs, parce qu'il y avait une différence aussi de considération, vous n'êtes pas d'accord avec cette formule ? Merci de me tendre cette perche. Alors effectivement, c'est un poète inoubliable et qui a apporté beaucoup à la francophonie, mais il sait exactement ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas aussi. La particularité du Sénégal à cette époque, c'est que juridiquement, il n'existe pas. Il existe l'Afrique occidentale française et qui comprend l'ensemble des pays indépendants postérieurs à 1960 dont les chefs d'État sont actuellement présents au cours de ces commémorations. Ça veut donc dire que ces États-là, à cette époque-là, n'existent pas et que la capitale est à Dakar. Et qu'il y a donc un gouverneur général de l'Afrique occidentale française. Il y a un recrutement de personnel militaire auprès des populations avec des engagements volontaires. À une exception près qui est amusante, il faut la citer, c'est Saint-Louis du Sénégal, parce que les habitants de cette ville de moyenne importance, port littoral sur l'Atlantique, eux, sont sujets français depuis Louis XIV. Et ceux-là sont astreints à la conscription. Je me souviens d'une conversation délicieuse que j'avais eue autrefois avec Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, qui lui a la double nationalité parce que son grand-père a participé à la reprise du fort de Douaumont en 1916 et lui-même a été appelé du contingent au 6e régiment de tirailleurs sénégalais dans les années 1947, le même régiment qui 3 ans auparavant, commandé par le colonel Raoul Salan, s'emparait de la presqu'île de Saint-Mandrier. Donc cela semble des détails infimes, mais du point de vue du droit, c'est important. Et pour conclure, je l'espère, à la question que vous m'avez posée, il y a 9 divisions présentes. Une division, c'est grosso modo 12 à 14 000 hommes. On ne va pas rentrer dans les détails des différentes divisions. La 9e division d'infanterie coloniale, c'est l'une de ces divisions-là. Et c'est celle-là qui, pour une partie seulement, est composée de ces tirailleurs sénégalais. Donc il faut tout de suite replacer les choses dans la proportion en comparaison de l'effort considérable consenti par les citoyens français des départements d'Algérie. Le président français qui est en train d'accueillir son homologue togolais, le président Faure Gnassingbé, à l'instant, voilà, qui l'accueille dans cette nécropole de Boulouris. On va revenir en images sur la préparation et l'organisation de ce débarquement en Provence, préparé aussi dans le plus grand secret, quelques mois après celui de Normandie. On le disait à l'instant, on n'en parle pas beaucoup. Certains déclarent même ce débarquement oublié et pourtant, ô combien il a été essentiel à la libération de cette région sud du pays. On regarde ces images, remonte le fil de l'histoire et on se retrouve juste après pour continuer de commenter cette cérémonie. 15 août 1944. Des centaines de milliers de soldats alliés débarquent entre Toulon et Cannes. Objectif de l'opération, reprendre les ports stratégiques de Toulon et Marseille pour ravitailler les troupes alliées débarquées en Normandie 70 jours plus tôt.
Lui a posé le pied ici, sur cette plage de Saint-Raphaël, il y a 80 ans. Herbert Traub se souvient. Le débarquement, c'est un truc du bruit, de grands cris. On dit « Avancez, avancez !» crier, tout le monde criait, il fallait que ça soit vite fait. À bord des embarcations, les soldats font cap vers l'inconnu, avec en tête les terribles pertes du débarquement sur les plages normandes. Pendant cette période d'attente sur le bateau où nous étions inactifs, la tête, elle travaillait. Et on se posait la question, est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je vais faire mon bonhomme? Au total, 350 000 soldats français et américains débarquent sur environ 100 km de côte. Rapidement, les Allemands sont dépassés par l'ampleur de l'attaque. Pour faire le débarquement ici, on s'est aussi inspiré des échecs qu'on avait eus en Normandie. On va beaucoup plus s'appuyer sur les renseignements donnés par la résistance, qu'on avait un petit peu négligés en Normandie. La plupart des soldats ne connaissent pas le territoire. Ils font partie de l'armée d'Afrique et viennent des colonies françaises. Un aspect méconnu pour ces visiteurs du mémorial du débarquement de Provence. C'est très, très émouvant de voir que des Sénégalais, des Tunisiens, des Marocains, des Algériens se sont sacrifiés pour la reconquête. Ouais, je pense qu'il mériterait à être beaucoup plus connu et en tout cas d'avoir un peu plus qu'une date dans les livres d'histoire. Toulon et Marseille sont libérés le 26 et 28 août, plus tôt que prévu. Et surtout, la France figure enfin parmi les vainqueurs grâce à ses soldats africains. Voilà pour ce retour dans l'histoire et cette séquence de ce débarquement de Provence. Ces images toujours qui nous parviennent de cette nécropole de Bounouris sur la commune de Saint-Raphaël. C'est depuis ce site que le président de la République rend hommage à ces soldats venus des colonies pour libérer le sud de la France. Vous êtes allé sur place, racontez-nous. Naturellement, il m'a fallu aller repérer le plus de sites possible à l'époque de la préparation du livre que le Cherche Midi m'a permis de publier sur ce sujet. Et je crois que c'est le général de Gaulle qui avait inauguré cette nécropole. Il y est allé, il est surtout allé à Toulon. Le président de Gaulle boudait la Normandie pour des raisons tout à fait compréhensibles. Il considérait que c'était une bataille entre troupes étrangères sur le sol français. La formule est peut-être un peu rigide, mais d'un point de vue stratégique et tactique, elle est indubitable. Contrairement à ce qui s'est passé en Provence, où lui le savait, mais il n'est pas le seul, qu'il s'agissait de la plus grande opération amphibie de tous les temps. Ce n'est pas la Normandie, contrairement à ce que l'on pense, pour une bonne et simple raison. En Normandie, grosso modo, c'est les mêmes effectifs, c'est presque 1,5 million d'hommes qui sont projetés sur la plage lors de l'opération amphibie et lors des semaines qui ont suivi, parce qu'on ne fait pas tout d'un seul coup. Il y a des rotations de moyens navals pour les amener. D'autre part, en Normandie, c'est bête mais ça se passe un 6 juin, ça veut dire que la production des chantiers navals est telle qu'elle permet cette projection, et il y a aussi des avaries de matériel avec des navires qui sont irréparables, mais dans l'intervalle, les chantiers navals continuent à produire, il y a 3 Liberty Ships par jour, enfin c'est énorme comme production, ce qui signifie que tout le matériel disponible de Normandie, plus ce qui a été construit au cours des 70 jours de différence, complète la flotte au large de la Provence. Donc en termes de moyens navals, c'est très supérieur. Et en ce qui concerne les effectifs, tant en qualité qu'en quantité, c'est très supérieur à la Normandie. Encore une fois, pour une bonne et simple raison, les Anglo-Américains, mis à part ceux qui ont l'expérience du combat en Afrique du Nord, sont ce que l'on appelle en dialecte de l'armée d'Afrique des Boudjadi, c'est-à-dire des petits soldats sortis de l'instruction qui n'ont aucune expérience. Le résultat, c'est le carnage de la Pointe du Hoc, l'échec devant la ville de Caen. Enfin bon, on ne va pas faire l'inventaire de cette opération sanglante qui a quand même coûté 140 000 personnes mortes, blessées, tuées, disparues. C'est effroyable, la Normandie. Et c'était beaucoup moins en Provence, beaucoup moins de pertes humaines. Mais pour une bonne et simple raison. L'armée d'Afrique, c'est du solide. Elle a déjà l'expérience du feu, elle est remarquablement bien commandée, et en face, ils ont aussi des gens qui connaissent leur affaire.
mais qui n'ont pas le même soutien blindé que ne l'a eu l'armée allemande en Normandie. Il ne faut quand même pas oublier que dans une opération amphibie comme celle-là, il y a aussi des gens en face, et cela, on n'en parle jamais. C'est un grand dommage. On vient d'apercevoir à l'image il y a quelques instants le couple Biya, le couple présidentiel, Chantal et Paul Biya, président du Cameroun, à plus de 91 ans, dont 42 passés au pouvoir. Il prendra la parole le premier lors du coup d'envoi officiel de cette cérémonie. Axel, Philippe Lamarque expliquait à l'instant aussi la formation très efficace de ces soldats venus d'Afrique. Lors du 75e anniversaire des commémorations de ce 15 août, le président français avait appelé certains maires de France à rebaptiser les rues de certaines communes du nom de ces soldats. Où est-ce qu'on en est dans cet hommage-là et cette reconnaissance? Est-ce que ça a avancé depuis ou pas? Alors d'ailleurs, juste là aussi une petite parenthèse, pour les 75 ans, il y avait 3 présidents africains qui étaient présents. Alors c'était, on peut expliquer, parce que c'était pas un anniversaire rond, c'était pas les 70 ou les 80 ans, mais il y avait quand même beaucoup moins de chefs d'État africains qui étaient présents. Oui, il y a même eu, par l'Office des combattants français, une liste de 100 ce qu'on appelle aussi les indigènes, et parfois par abus de langage peut-être, militaires indigènes, qui avaient participé à cette libération de la Provence et donc de la France, une centaine de fiches en disant ben voilà, si vous voulez changer les noms de vos rues, voici des personnalités qui vous sont présentées. Alors certains confrères ont fait des enquêtes et je crois qu'il y a eu que 5 de ces personnalités qui ont eu un nom attribué après coup. Alors c'est vrai aussi que c'est jamais très facile de débaptiser une rue pour la renommer ou une place. Il y a aussi des complexités juridiques, mais clairement cet élan qui avait été lancé il y a 5 ans par Emmanuel Macron n'a guère été suivi des faits. Il est presque 10h. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24. Édition spéciale. Nous la dédions aux commémorations des 80 ans du débarquement de Provence. Une cérémonie se tient ce matin même et vous le vivez en direct sur France 24 depuis Saint-Raphaël, depuis la nécropole de Bounouris où sont inhumés 464 soldats. Cette séquence de l'histoire, Philippe Lamarque, on l'a dit, vous l'avez expliqué aussi, effectivement... n'est pas assez connue du grand public. Est-ce qu'elle n'est pas enseignée suffisamment ici en France? Et qu'en est-il aussi de ces États africains concernés par la délivrance de cette région sud de la France? Cela peut sembler surprenant, mais la mémoire de l'opération amphibie de Provence est beaucoup plus cultivée en Afrique de l'Ouest qu'elle ne l'est en France métropolitaine et encore moins dans l'Algérie contemporaine. Et lorsque j'étais convié en 2004, oui c'est ça, par le président Maître Abdoulaye Wade dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai été très surpris de voir la population très intéressée par cela, et on n'en voyait pas de la figuration par autocar en leur payant le sandwich. Ils étaient vraiment là parce qu'ils se sentaient concernés. Il y avait là des anciens combattants et notamment des vétérans des parachutistes coloniaux qui avaient servi en Indochine et en Algérie. Ils étaient concernés par cela parce que les vétérans déjà à cette époque-là, ceux de Provence, il n'y en avait pratiquement plus. Et j'ai été sidéré en voyant sur l'ancienne place Protet, la place de l'Indépendance, dans le plein centre de Dakar, des grands dazibao à la mode de la révolution culturelle chinoise, à l'effigie de soldats de la 9e division d'infanterie coloniale, avec les textes de leurs citations. Alors les citations, c'est quand un soldat s'est distingué dans une action particulière et que l'on en fait un résumé de quelques lignes sur un bout de papier qu'on lui donne, un papier officiel, et qui accompagne la croix de guerre. C'est ce qu'on appelle en argot militaire une citouse. Et j'ai entendu brailler les haut-parleurs à tue-tête le fameux hymne de l'armée d'Afrique d'autrefois, c'est nous les Africains qui arrivons de loin. Et cette chanson qui a été interdite par le gouvernement du président de Gaulle jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir parce qu'il y avait des problèmes politiques relatifs à la signification de cette chanson. Merci à vous Philippe Lamarque. On retrouve tout de suite en direct de cette nécropole Mélina Huette, envoyée spéciale de France 24. Mélina, on aperçoit le président Macron remonter l'allée. Il a accueilli tous ses homologues venus d'Afrique. Tous les invités sont installés.
Ah, alors on ira retrouver Mélina Huette un petit peu plus tard. Le président de la République est en train de s'avancer. Dans l'ordre du protocole, offrir la parole en premier au président Biya, qu'est-ce que ça signifie ? La réponse que vous me posez est délicate. C'est au chef du protocole de l'Élysée à laquelle vous devez la poser. Qui plus est, le protocole a été considérablement bousculé par Charles Hernu en 1981, ce qui veut dire que le protocole de Vendémiaire en 12 n'est plus appliqué. Et je serais bien incapable de répondre avec précision à votre question. Si vous me posez la question sur le protocole de Vendémiaire en 12, je vous dirais que c'est une faute protocolaire. De nos jours, disons que c'est un signe de courtoisie. Moi j'ai une question pour vous, Monsieur Lamarque. Ah, je vous écoute. Quand on parle de Paul Biya, qui est là en tant que aussi doyen des présidents africains et même des présidents tout court dans le monde, mais quand on parle de ces militaires qui ont débarqué en Provence, on parle des tirailleurs algériens, des goumiers ou tabors marocains, mais moins des soldats camerounais. Pourtant, c'est lui là qui est mis en avant. Quelle était la part des Camerounais, est-ce qu'on le sait aujourd'hui, dans ce débarquement de Provence ? Il n'y a pas de tirailleurs camerounais à proprement parler. Ils ont le statut juridique de tirailleurs sénégalais. C'est le nom qui leur a été donné sous le Second Empire et qui reste en l'état jusqu'en 1962, date de la dissolution de ces dernières unités. Ainsi, cette part de Camerounais est une partie, rien de plus, que les effectifs de la 9e division d'infanterie coloniale, qui est l'une des 9 divisions projetées en Provence, pas plus, et qu'à l'intérieur, il y a tous ces autres tirailleurs dits sénégalais recrutés dans l'ensemble de l'Afrique occidentale française. Lorsque vous me parlez des tirailleurs marocains et des tirailleurs algériens, je vous dois une réponse, mais celle-ci sera juridique. Le tirailleur algérien est citoyen français. Il est volontaire, il est contractuel, mais il est citoyen français. Le tirailleur marocain a le même équipement, le même armement, la même instruction. Il est placé sous le même commandement, mais à titre individuel, il a un statut juridique différent parce qu'il est sujet du sultan du Maroc. Et qu'au titre des accords de protectorat datant de l'affaire d'Algésiras de 1905, le roi du Maroc a une armée. C'est la sienne, ce sont ses soldats, mais pour des raisons de facilité de toutes sortes, elle est placée sous le commandement de l'armée française qui paye. C'est le budget français qui entretient ces troupes-là. Il se passe exactement la même chose en ce qui concerne le bey de Tunis, puisque les tirailleurs tunisiens, le 4e régiment de tirailleurs tunisiens... Vous entendez ? Philippe Lamarque, Axel May, le chant des commandos d'Afrique. On va l'écouter. On va prendre le temps de l'écouter. Que ton courage soit notre loi. Souvenons-nous de tous nos morts, 400 noms en lettres d'or. Ils sont gravés dans nos mémoires, et s'ils reviennent les souffrances, que votre exemple et votre gloire nous guident pour servir la France. Commando d'Afrique, fier commando d'Afrique, lion dans l'assaut, sans pitié tu travailles au couteau, sans pitié tu défends ton drapeau. Modèle de force et de foi, que ton courage soit notre loi. Merci infiniment. Pardon de prendre la par le parole cœur de au l'armée rebond, française. Oui. parce que c'est vraiment délicieux cet instinct clin d'œil. Donc je saisis la perche que vous me tendez. Le compositeur de cette chanson est complètement oublié et j'ai eu la chance de le rencontrer dans ma petite enfance. C'était un avocat algérois qui s'appelait Maître Georges Goutermanov et qui était originaire de Russie. Il a dû quitter son pays natal à toute vitesse au moment de la guerre civile pour s'en sortir vivant. Il a été accueilli par la France, il s'est installé à Alger où il est devenu membre du barreau au tribunal d'Alger. Et il avait comme clientèle le milieu algérois, des gens peut-être folkloriques mais pas forcément très fréquentables. Philippe Lamarque, je dois vous interrompre. Paul Biya va prendre la parole. Voilà, il se présente à la tribune. On écoute le président du Cameroun. Mesdames et messieurs les chefs de délégation,
Mesdames et messieurs, je voudrais de prime abord remercier le président Emmanuel Macron pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser afin que je prenne part au 80e anniversaire du débarquement de Provence. Je voudrais le remercier également pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, ma délégation et moi. Je salue ensuite votre présence ici. Vous tous qui avez effectué ce déplacement, pour vous retrouver en ce lieu inauguré en 1964 par le général de Gaulle, alors président de la République, en présence de nombreux combattants de France et d'Afrique, à l'occasion du 20e anniversaire de ce même débarquement de Provence. La nécropole nationale de Boulouris est un endroit chargé d'histoire, un lieu du souvenir, un lieu de douleur, un lieu de recueillement qui nous parle et nous interpelle sur l'avenir du monde. De nombreux soldats ont ici à Saint-Raphaël, comme sur les autres terres de Provence, comme en Normandie et comme ailleurs en Europe, donné leur vie pour combattre l'occupation, pour sauver la liberté, en formant une formidable chaîne de solidarité. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour nous souvenir de leur vaillance, pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé pour la liberté et rendre à ces héros un hommage appuyé. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, les milliers d'hommes qui, sous la direction du général de Lattre de Tassigny, ont combattu avec bravoure, étaient pour un grand nombre originaires de tout l'empire colonial français. Ils venaient entre autres de l'Afrique subsaharienne. C'est dire que la contribution de l'Afrique a été significative pour rompre les chaînes de l'occupation allemande. Une occupation dure, une occupation liberticide dont les troupes avaient reçu ordre de tenir jusqu'à la dernière cartouche. Le ralliement des territoires de la France libre a en effet constitué un enjeu majeur pour l'apport à la victoire finale a été significatif. C'est entre autres dans le but de lever les troupes en Afrique, alors considérée comme base potentielle d'une reconquête de l'Europe, que le colonel Leclerc est missionné au Cameroun. Le ralliement du Cameroun, l'un des tout premiers, est aussitôt obtenu dès le 27 août 1940, ce qui a fait dire au général de Gaulle, et je cite, que le Cameroun vient de prendre une belle décision et de donner un exemple magnifique. Fin de citation. La rapidité de ces ralliements permet au général de Gaulle de démontrer à ses alliés la réalité d'une France combattante. Les troupes dont le colonel Leclerc prend ainsi le commandement comptent beaucoup d'hommes issus de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun. C'est de la ville de Douala que partent les expéditions, qui plus tard ont constitué la colonne Leclerc. Les faits d'armes de cette colonne sont nombreux. Ils passent par la Tunisie dès 1942, puis par la Sicile en Italie et par la Corse ensuite, sans omettre le Tchad. Partout
où les combats les ont menés. Ces valeureux soldats venus d'Afrique occidentale ou de l'Afrique équatoriale, de Madagascar ou de l'océan Indien se sont magnifiquement illustrés. Ils ont, en revanche, payé un très lourd tribut pour la victoire. Des combattants exemplaires, souvent héritiers des traditions guerrières immémorables, admirables de courage, d'audace et de loyauté. Ils ont été les artisans de la victoire. Leur sang est à jamais mêlé à d'autres sangs pour que l'étendard de la France et de ses alliés soit définitivement couronné de gloire. En ce jour du souvenir, nous leur devons un immense respect. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontaires, sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, sans les Noirs et autres tirailleurs. Cette lutte a été menée ensemble pour défendre les valeurs et les idéaux universels de paix et de justice. Elle exprimait une vision de l'homme et du monde qui nous est commune. Au nom de celle-ci, nous avons ensemble combattu côte à côte. Cette vision était respectueuse de nos différences, respectueuse de l'infinie diversité des hommes, des cultures, des religions, des civilisations. Cette vision-là reconnaît à chacun de nous un droit égal à la dignité. La solidarité exemplaire qui a ainsi prévalu reste et demeure une leçon précieuse que nous devons perpétuer et transmettre aux générations futures afin d'éviter les erreurs commises par le passé. J'ai pour ma part la conviction que la solidarité internationale et une meilleure prise en compte des attentes et des intérêts d'autres pays, particulièrement ceux du Sud, ramènerait dans le monde d'aujourd'hui une plus grande paix. C'est aussi cela le sens de notre présence ici. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons en Provence, vous le savez, pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé et pour rendre hommage aux héros de notre histoire. Seulement, la guerre que l'on pensait à jamais éloignée frappe de nouveau aux portes de l'Europe. Elle est désormais plus proche de nous. Des hommes se battent à nouveau à quelques heures d'ici. C'est dire que les organisations internationales et le système mis en place au lendemain des deux guerres mondiales et davantage de la Deuxième Guerre mondiale restent et demeurent perfectibles. Oui, les fantômes de l'esprit de revanche, la violation flagrante de la souveraineté des États, l'intolérable mépris des peuples ressurgissent du passé pour s'imposer dans notre quotidien. Le droit international diversement interprété, l'instrumentalisation des droits de l'homme, l'oubli ou le défi des autres guerres, la volonté permanente de dominer, d'exploiter, de construire un monde à son unique avantage, sont, entre autres, les ombres qui nous guettent aujourd'hui et dont notre présence ici devrait révéler la lueur. Cette commémoration doit aussi pouvoir mettre en exergue notre responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la liberté dans le monde.
Il nous faut trouver des réponses aux questions et causes qui sont le terreau du terrorisme, de l'injustice, de la crise de confiance qui s'observe vis-à-vis du multilatéralisme pour espérer faire vivre la concorde et rendre le monde plus sûr. Presque partout, la grande question reste et demeure de savoir si nous devons capituler devant le pessimisme de l'inévitabilité de la guerre ou si nous pouvons encore bâtir un avenir plein d'espoir où les guerres appartiendront définitivement à l'histoire. Malheureusement, la géopolitique et la géostratégie mondiale restent dominées par la course aux armements. La construction des blocs fait son retour. La guerre froide, dont la chute du mur de Berlin a sonné le glas, est à nouveau d'actualité. De nouveaux acteurs, à l'instar des sociétés paramilitaires privées, agissent ça et là. Et la guerre se fait désormais par procuration. Si rien n'est fait, le monde se dirige de nouveau vers une ou plusieurs guerres aux conséquences incalculables. Face à cela, le Cameroun, pour ce qui le concerne, a de tout temps fait recours au dialogue, aux solutions concertées. Il a fait de la résolution pacifique des différends la clé de sa démarche pour faire échec à la guerre et résoudre des conflits. En définitive, je veux ici saluer l'organisation de cette commémoration qui constitue une excellente occasion d'encouragement de la solidarité entre les nations pour construire la paix et faire face ensemble aux grands problèmes de notre temps. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République. Votre Altesse, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, mon général, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers vétérans, Mesdames et Messieurs. Aux premières heures de la nuit du 15 août 1944, la côte méditerranéenne, encore sous occupation allemande, était plongée dans les ténèbres. Soudain, au Canadel, le chef de gare fut tiré de son sommeil par une voix pressante. « Qui est là ?» demanda-t-il, craignant d'être arrêté sur le champ par la Gestapo. À travers les volets, la voix, celle du capitaine Albert Torel, lui répondit « Ouvrez, c'est l'armée d'Afrique. » L'armée d'Afrique. Le chef de gare ouvrit, incrédule, bouleversé. Certes, 2 mois après le débarquement de Normandie, alors que les armées du Reich refluaient en catastrophe, beaucoup s'attendaient à une attaque des Alliés en Provence pour s'emparer des ports de Méditerranée en eau profonde et prendre les armées du Reich à revers. Certes, même retardées,
L'opération Dragoon se préparait depuis des semaines sur des maquettes bâties grâce aux renseignements de la résistance française. Elle avait été engagée à partir du 9 août, lors de l'embarquement des centaines de milliers de soldats français, anglais, américains, à Tarente, Oran ou Brindisi. Et plus personne ne pouvait en douter depuis que la plus grande flotte jamais vue en Méditerranée, 2000 navires américains et britanniques, croiseurs, destroyers, contre-torpilleurs, avisos, transporteurs de troupes, s'étaient rassemblés au large de la Corse. Certes aussi, les jours précédents, les raids aériens des Alliés avaient été si nombreux que les églises de la côte, à Saint-Maximin ou au Lavandou, avaient renoncé par avance à célébrer la messe du 15 août. Pourtant, cette nuit-là, l'émotion étreignait le chef de gare et le capitaine Torel. L'attaque avait commencé. Une opération aux proportions épiques. 90 000 soldats bientôt jetés à l'assaut du rivage de France, sur ce chapelet de minces plages, de calanques, de falaises défendues par plusieurs dizaines de milliers d'hommes de la Wehrmacht. Pour permettre son succès, il fallait profiter de la nuit impénétrable, cette poignée d'heures entre minuit et l'aube. Pour les éclaireurs et les commandos chargés de détruire les premières défenses ennemies, la nuit la plus courte. Sur l'île du Levant, à Port-Cros, verrou de la rade de Hyères, c'est là que les commandos américains et canadiens investirent à l'heure zéro. Au pied du Cap Nègre, où les commandos d'Afrique furent projetés et où ils durent grimper la falaise à main nue afin de neutraliser les batteries allemandes. Sur une autre plage, enfin, celle de l'Esquillon, entre Tréas et Théoul, où les hommes du groupe naval de la marine préférèrent continuer à avancer dans un champ de mines plutôt que de rebrousser chemin. Grâce à ces avant-gardes, à l'aube, sur les plages Alpha à l'ouest, à Ramatuelle et Cavalère, sur les plages du secteur Delta à Sainte-Maxime, les premières divisions américaines foulèrent le sable jonché de mines et de torpilles. Bientôt, sous les bombes allemandes et les tirs des bunkers érigés par Rommel, l'extraordinaire carrousel des barges de débarquement se mit en mouvement. File ininterrompue d'hommes et de tanks, de machines et de bataillons, parfois repoussés, comme sur le secteur Camel, sur la plage de Fréjus-Saint-Raphaël, que les hommes du général Patch délaissèrent pour poser finalement le pied au Dramont et à Haguet. Alors, à midi, sur le sémaphore de Sainte-Maxime, flottait un drapeau américain. Place des Lys, les soldats allemands arrêtés, défilaient, les mains en l'air. Le lendemain, la jonction s'opérait à travers les collines des morts, avec les plus de 9000 Américains et Canadiens du général Frédéric parachutés dans la plaine de l'Argence, sur une zone dégagée par la résistance. Il y avait eu le 6 juin en Normandie, mais ce jour-là, ce n'était pas la même chose, confia l'un des hommes du général Delattre. Ce n'était pas la même chose. Car ici, en Provence, débarquèrent au total 230 000 soldats français, solidement armés et préparés par nos alliés américains. Un grand nombre d'entre eux, spahis, goumiers, tirailleurs africains, antillais, marsouins du Pacifique, n'avaient jamais foulé le sol de la métropole et découvraient un littoral de rochers rouges. D'autres s'étaient au contraire évadés de France, comme ce marin de la France libre, débarqué plage des Sardinots, sans nouvelles de sa famille depuis 4 ans, qui se dirigea vers sa maison de Sainte-Maxime et tomba dans les bras de son père. Beaucoup, comme Yorghi Colli, né au Tchad, ou Mohamed Belhadj, venu d'Algérie, tous deux faits compagnons de la libération après-guerre, s'étaient déjà illustrés pour leur bravoure dans les batailles de Tunisie et d'Italie. Certains, sur le croiseur américain Parker, pavoisé du drapeau tricolore, entonnèrent avant l'assaut une inoubliable Marseillaise.
leurs éclaireurs, comme le lieutenant-colonel Bouvet, l'un des héros de l'ascension du Cap-Nègre, prirent 1 minute dans la nuit pour porter à leurs lèvres un peu de sable des plages varoises, le sable de la France retrouvée. Parmi eux, Hubert Germain lui-même, débarquant sur ces côtes, racontait dans ses derniers jours avoir pris une poignée de cette terre, terre et sable mêlés, tant attendue, tant désirée, pour la porter à son visage. Des centaines connurent ce sol de France pour quelques heures seulement. Tel Albert Thorel, l'homme de la gare du Canadel, tombé le lendemain à l'assaut de la pointe de la Fossette, en même temps que son ordonnance, Mohamed Ben Bakr. Ces hommes de l'armée française s'appelaient François, Boudjema, Harry, Pierre, Niakara. Ils venaient de Corse et du Poitou, du Pacifique et d'Algérie, du Sénégal, du Maroc et des Ardennes. Officiers de l'Empire ou enfants du Sahara, natifs de la Casamance ou de Madagascar, anciens poilus de Verdun ou jeunes hommes précipités dans l'étrange défaite. Ils n'étaient pas de la même génération. Ils n'étaient pas de la même confession. Ils n'étaient pas de la même condition. Ils étaient pourtant l'armée de la nation, armée la plus bigarrée et la plus fervente. Ils étaient pour leur chef, le général de Lattre de Tassigny, à la fois les grognards passés par Monte Cassino ou la Libye, et des cœurs encore jeunes, pleins de l'enthousiasme des volontaires de 1792. Soldats comme ceux de l'an 2, soldats de l'acte 2 de la libération du pays, soldats convaincus que lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt vital de la nation, tous ceux qui se reconnaissent comme Français ont vocation à être ensemble. Et dès le 16 août, parce que nos alliés américains voulurent leur laisser l'honneur de reconquérir leur patrie, les hommes de la première armée française foncèrent vers Toulon, vers Marseille, qu'Hitler avait ordonné de défendre jusqu'à la dernière cartouche. Ouvrez, c'est l'armée d'Afrique, avait dit le capitaine Thorel. Et les portes de la liberté s'ouvrirent en effet sur leurs pas. Portes des batteries de Mauvanne, conquises par les commandos d'Afrique, celles du Golf Hotel sur la route d'Hyères, enlevées par la première division des Français libres, celles des villages du Gapo, enfoncés par les assauts des tirailleurs sénégalais et des blindés des chasseurs d'Afrique, lors d'une bataille au corps, couteau contre poignard, dans les rues provençales. Celles de Toulon, que l'armée allemande avait l'ordre de tenir et qui cédèrent le 28 août, au prix d'un siège d'1 semaine mené par les tirailleurs algériens et sénégalais, épaulés par les hommes du choc, rejoignant dans les décombres les résistants toulonnais. Porte de Marseille, gardée sur les collines par des massifs de calcaire, par le verrou d'Aubagne, où les Goumiers et les Tabors mirent en fuite les Allemands le 22 août. Ces portes, que les armées françaises franchirent enfin, sur une inspiration pleine d'audace du général de Montsabert. Marseille fidèle à son esprit de résistance. Marseille entrée en insurrection contre l'occupant. Marseille révoltée de l'Estaque aux réformés. Marseille libérée quand les derniers Allemands baissèrent les armes au Frioul ou sur les contreforts de Notre-Dame de la Garde. Avec une avance de plus d'1 mois sur les prévisions, ce furent aux portes de Nau, près d'Autun, en Bourgogne, le 12 septembre, qu'un officier de la 2e division blindée du général Leclerc serra la main d'un officier de la 1re division des Français libres, du général Brosset. Le premier venait du nord et avait débarqué en Normandie. Le second venait du sud et avait accosté en Provence. Les 2 armées se donnaient la main. Geste de reconnaissance et de fraternité. Serment de poursuivre le combat jusqu'à la victoire. Dans les Ardennes et pendant l'hiver suivant,
des batailles terribles jusqu'à la libération de Strasbourg et au-delà, jusqu'à la capitulation de l'Allemagne nazie, que signa pour la France le général de Lattre de Tassigny le 8 mai 1945. Et c'est le même geste de reconnaissance, de fraternité, d'espérance pour l'avenir que la nation accomplit aujourd'hui. Ici, dans cette nécropole de Boulouris, cimetière marin qui garde les tombes de 466 héros parmi les milliers passés là. Français, pieds noirs d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, Français des Outre-mer, des Antilles au Pacifique, secondés par les Français de la résistance intérieure. Américains, Britanniques, Canadiens, qui, loin de leur pays natal, ont trouvé la mort sur un chemin de Provence, sur une plage de Méditerranée. Africains. Ces soldats français d'Afrique, dont certains des vétérans se tiennent devant nous et devant lesquels je m'incline. La part d'Afrique en France est aussi ce legs qui nous oblige. Et je salue aujourd'hui la présence des présidents du Cameroun, de Centrafrique, des Comores, du Gabon, du Togo. À vos côtés, Monseigneur, honorant cette mémoire monégasque qui nous est si fidèle, aux côtés de Monsieur le Premier ministre du Maroc, et la présence des représentants de Côte d'Ivoire, de Madagascar et du Sénégal, et des jeunes lycéens de Tiaroy. Comme la France n'oublie rien des sacrifices des Congolais, des Béninois, ni celle des peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger et de tant d'autres. Non, rien de la plus belle mémoire de ces hommes n'est oublié. Leurs noms doivent continuer d'être donnés à nos rues, à nos places, pour inscrire leurs traces impérissables dans notre histoire. 8 décennies après, revenir en Provence au matin, à l'heure bleue où eut lieu le débarquement, c'est conjuguer au présent cette reconnaissance, cette fraternité, cette espérance. C'est ne rien oublier de leur courage et de leur combat. C'est rappeler, comme vous venez de le faire, Monsieur le Président, l'importance en effet de ne rien céder de ces valeurs et de ces batailles. Celle pour le droit international, le refus de quelque double standard que ce soit, la volonté de défendre partout, sous toute latitude, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, leur souveraineté, leur intégrité territoriale, la volonté farouche de continuer d'avoir un monde et des institutions plus justes, plus équilibrées, de ne nous habituer à rien. Ce message d'espérance que vous venez de porter à l'instant, c'est l'espérance en ce 15 août, comme tous les matins du monde, dans la victoire universelle du droit et de la paix. Fraternité pour les peuples du monde aujourd'hui en lutte pour leur liberté et le droit à disposer par eux-mêmes de leur destin. C'est la reconnaissance indéfectible pour les héros du 15 août, dont certains se tiennent devant nous. Tous ont accompli ce jour-là et les suivants une œuvre dont ils connaissent et dont ils connaissaient alors les immenses périls. Et pourtant, ils l'ont fait. Avec cette audace bravache et avec cette force irrécusable, leur rendre hommage aujourd'hui, c'est saluer ces hommes qui sont nos héros, parce qu'ils se sont hissés au-delà des falaises du Cap Nègre, au-delà de la peur et de l'impossible, au-delà de la souffrance et des risques. Ils l'ont fait, conscients de se battre pour une cause bien plus grande que les falaises, les périls et même leur vie, prêts à s'effacer pour que la France vive libre, dans ce songe d'une nuit d'été, et chaque jour ensuite. Sur leurs visages et sur les visages de nos vétérans, sur les tombes des héros, dans ce tremblement des pins, passe aujourd'hui un souffle venu de Provence.
Ce souffle, c'est celui du sacrifice, de la volonté, de l'unité. Il rend l'impossible possible, il donne son sens à l'effort, il dessine toujours pour la nation la voie d'un invincible été. Ce souffle du 15 août qui nous anime et fait encore de nous un peuple irréductiblement libre. Celui qui, ce jour-là, fut libéré aussi par cette armée d'Afrique. Nous n'oublions rien. Vive la République, vive la France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre l'eau de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, juges et féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, dégager nos fils, nos compagnes, aux armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Monsieur le Président de la République va maintenant remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à Madame Thérèse Dumont, ancienne résistante, à Monsieur Pierre Salcedo, ancien combattant, et Monsieur Larbi Jawa, ancien combattant. Madame Thérèse Dumont, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Monsieur Pierre Salcedo, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Larbi Jawa, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Il est 10h42 sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. Édition spéciale sur nos antennes dédiée à cette cérémonie d'hommage. Cérémonie présentée par le président de la République à l'occasion des 80 ans du débarquement de Provence. Le président du Cameroun s'est exprimé, a pris la parole en premier. Il a salué cet hommage appuyé rendu aux soldats sénégalais. Le président de la République a également tenu un discours aux mêmes tonalités. Emmanuel Macron, qui l'a précisé, ces hommes venus du continent africain, d'Asie, du Pacifique, des Antilles étaient des soldats, étaient membres de cette armée de la nation. Et puis ces décorations remises à 3 vétérans, désormais chevaliers de la Légion d'honneur: Pierre Salcedo, Larbi Jawara, le Marocain, et puis Thérèse Dumont. Pierre Lamarque, le rôle des femmes, le rôle aussi joué par ces femmes envoyées au combat lors de ce débarquement de Provence, on doit aussi le rappeler. C'était la première fois qu'elles étaient envoyées au front à ce moment-là ? Il y avait déjà eu des exemples précédents dès le Second Empire, à vrai dire, avec les cantinières, même dès le Premier Empire, avec les vivandières qui accompagnent les troupes. Mais intégré aux effectifs proprement dit, il faut attendre la Grande Guerre pour que le service de santé se dote de personnel féminin comme auxiliaire. C'est un statut particulier qui n'est pas statut régulier, mais qui est quand même couvert par la Convention de Genève en cas de capture. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des tirailleurs sénégalais qui, au titre du droit à cette époque, sont considérés comme des mercenaires et peuvent ne pas être traités comme des soldats réguliers, même s'ils le sont en réalité en cas de capture. En ce qui concerne les femmes, c'est la première fois qu'on en voit en aussi grande quantité et volontaires. Et elles atteignent même 10% du corps de bataille dans l'armée d'Afrique. Particularité de ces jeunes femmes, et même parfois des dames un peu plus âgées pour peu qu'elles soient dans les limites d'âge et les conditions physiques requises. On les retrouve comme conductrices ambulancières, comme secrétaires, comme les
tâches de l'arrière dans lesquelles on peut éviter de mettre des hommes qui, eux, sont plus utiles ailleurs. Et les effectifs sont considérables et elles sont recrutées dans la population française d'Afrique du Nord, de statut de code civil. Ce sont donc ce qu'on appellerait des Françaises de souche. Ces images du passage de la patrouille de France au-dessus du ciel de cette nécropole de Boulouris. Vous êtes sur place, Mélina Huet, envoyée spéciale pour France 24. Il y a eu, je le disais, cette prise de parole du président camerounais, celle d'Emmanuel Macron, qui a insisté sur le rôle joué par ces soldats africains pour cet acte 2 de la libération du territoire français dans le sud du pays. Absolument, Nabia. Alors là, on entend très sûrement la patrouille de France, oui. Patrouille de France qui vient de passer juste au-dessus de nos têtes. Excusez-moi pour l'interruption. Ça fait partie du programme, évidemment. Vous l'avez dit, effectivement, un hommage appuyé à cette armée d'Afrique avec cette anaphore. Ouvrez, c'est l'armée d'Afrique, armée dont le président de la République a, je cite, dit qu'elle était l'armée la plus bigarrée. Le président de la République qui a bien répété qu'il s'agissait de Français pieds noirs, Français des Outre-mer, Français des Antilles, Français du Pacifique, pour au final conclure des Africains. Et il a rendu un hommage appuyé en présence de ces chefs d'État et de gouvernement africains invités et présents aujourd'hui, et notamment effectivement le président du Cameroun. Vous l'avez dit, car il s'agit bien non pas de parler de leur statut juridique à l'époque, oui ils étaient français, mais aujourd'hui de souligner l'importance de ces personnes, des personnes du continent africain qui ont contribué à la libération de la France. Et on en revient tout à l'heure à cette l'importance de cette commémoration de ce 80e anniversaire, où on rend toute la place qu'aurait dû être accordée à ces soldats de l'armée B du général de Lattre de Tassigny, qui pendant des années a été en partie invisibilisé. Et ça, c'est important de le souligner. On a parlé en introduction de l'amalgame de l'armée B avec les forces françaises de l'intérieur qui ont créé cette première armée française. Mais c'est important de souligner le travail de nombreux historiens qui explique cela aussi par une différence de traitement, non pas forcément au moment où ils ont combattu, mais au moment de la libération et jusqu'à la libération de Paris. Il faut savoir que les Alliés étaient plutôt sceptiques vis-à-vis de la valeur combative de ces unités noires. Au moment, par exemple, de la mise en place de la 2e DB, qui est très connue, qui a contribué, qui est rentrée dans Paris, eh bien, le général américain Bedell Smith avait insisté pour que la division soit, et je cite dans le texte, rendue blanche à 100%. Les anglo-américains refusaient que Paris soit libéré par des troupes non blanches, considéraient les Noirs comme incapables de servir dans une unité blindée. Il y a eu de nombreuses raisons à la démobilisation de ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, mais parmi elles, il y avait aussi une autorité militaire qui redoutait les contacts trop étroits avec la population civile, susceptible à ses yeux de nourrir des revendications d'égalité chez des soldats colonisés. Je vais vous citer tout simplement le général Brosset, qui regrette par exemple la mauvaise influence qu'exercent sur eux les grandes villes, puisque l'état-major français de l'époque dit, et je cite dans le texte, le contact étroit et prolongé avec la population française a inculqué aux Noirs l'esprit de revendication. Vous voyez bien qu'on n'est absolument plus dans le même état d'esprit aujourd'hui, 80 ans plus tard. Déjà 20 ans après la libération, le général de Gaulle avait inauguré cette nécropole de Boulouris où nous nous trouvons, avec un hommage appuyé à ces soldats des troupes africaines. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, le président Emmanuel Macron souhaite leur rendre un hommage très appuyé avec ce triple hommage, on l'a dit, franco-africain, français et franco-américain. Merci beaucoup, Mélina. Merci à vous. On vous retrouvera dans nos prochaines éditions. Ainsi s'achève ce journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour une nouvelle édition sur France 24. Merci de votre attention.